Salut la communauté Unmatch, c'est David alias Judogral. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter la dernière nouveauté, donc Unmatch et Restoration Games est donc localisé par Yellow. Donc en VF, j'ai nommé Soleil Levant. Et donc un thème qu'on attendait depuis un bon bout de temps pour Unmatch, donc les samouraïs. Donc nous avons donc Oda Nobunaga versus Tomoe Gozen. Regardez-moi ce design, je vais enlever le plastique tout de suite, mais voilà, vous pouvez déjà voir, on voit le château Atsushi au fond, les pétales de fleurs de cerisier qui s'envolent. Donc toujours pour une boîte pour 2 joueurs, puisqu'on a 2 héros, 9 plus, 20 minutes, bon bref, vous connaissez Unmatch je pense, Rob Davio bien évidemment. On a donc Oda sur le côté, Tomoe Gozen. Donc là, les graphismes de cette boîte sont vraiment juste exceptionnels. Donc battez-vous à armes inégales. Donc nous avons Oda Nobunaga, figure de proue du clan Oda. Ce guerrier hors pair fit preuve de tant de stratégie, de patience et d'audace qu'il parvint à rallier à sa cause les autres daimyo de la période Sengoku. Son caractère impitoyable lui valut le titre honorifique de roi démon du 6e ciel. Et donc il est avec 2 acolytes qui sont sa garde d'honneur. Tomoe Gozen, la légendaire Onimusha, a toujours refusé de battre en retraite face à l'adversité et fauchait dans un éclair d'acier tous ceux qui osaient se dresser sur son chemin. Aujourd'hui encore, les récits de sa force redoutable et de ses actes de bravoure survivent et se perpétuent bien au-delà de ceux ayant été témoins de sa dernière bataille. Voilà le fond de la boîte. Et donc on va ouvrir tout ça. C'est parti! On voit beaucoup mieux le graphisme, c'est vraiment superbe. Donc nous avons toujours maintenant, c'est la norme dans toutes les boîtes Unmatch, la règle de jeu identique et donc commune à toutes les boîtes Unmatch et le petit livret spécifique pour les combattants de chaque boîte. Donc la règle de base avec les graphismes qu'on retrouve dans les autres boîtes. Voilà, on a du Méduse, du l'homme invisible, etc., etc. Ça, c'est du très connu pour ceux qui ont déjà du Unmatch. Vous devez connaître tout ça par cœur, bien évidemment. Et donc, les règles spécifiques à Soleil Levant. Donc, avec le contenu de la boîte. Le petit texte sur Oda Nobunaga et Tomoe Gozen. Toujours super sympa d'avoir un peu de fluff. Les crédits. Et les règles spécifiques donc à Oda Nobunaga, donc il va avoir une capacité spéciale quand l'adversaire est cerné sur beaucoup de ses cartes. C'est-à-dire que si l'adversaire est adjacent à 2 de vos combattants, il est considéré comme étant cerné. Et Tomoe Gozen avec une attaque d'opportunité, donc ça lui fera faire des dégâts au héros adverse, seulement au héros quand il quitte sa zone. Voilà, c'est sa capacité spéciale, on va voir ça tout de suite. Voici. Nous avons la planche pour les points de vie, donc ça va toujours avec les petits rivets qui sont quelque part dans la boîte, on verra ça ensemble. Donc les points de vie de Tomoe Gozen, toujours avec les fins de vie marquées en japonais. Alors là je peux pas vous dire ce que ça dit, est-ce que c'est mort, est-ce que c'est fin, je sais pas, je me renseignerai. Donc 14 points de vie pour Tomoe Gozen, 13 points de vie pour Oda Nobunaga et 6 points de vie pour chacun des acolytes de Oda. Donc c'est la première fois qu'on a des acolytes avec plus de 2 points de vie, puisqu'on avait Yenenga qui avait 2 acolytes à 2 points de vie chacun. Sinon à chaque fois qu'un acolyte avait plusieurs points de vie, c'était un acolyte unique. Et ben là on a 2 acolytes qui ont 6 points de vie chacun. Donc ça c'est encore une petite nouveauté très intéressante. Voici. Le plateau, donc le champ de bataille, c'est le château Atsushi, donc c'est le 10e plateau
en VF. Donc c'est un plateau vraiment très particulier parce que vous avez vu, vous avez des zones qui sont scindées. Par exemple, là vous avez une zone rouge ici, là vous avez les deux cases zone rouge ici qui ne sont pas adjacentes. Ici, vous voyez, là la jaune par exemple, là vous avez une case jaune ici alors que la zone jaune est ici. Donc ça permet par exemple de tirer de là à là ou inversement, puisqu'en fait c'est un château qui est donc, c'est une cour en fait qui est en plusieurs niveaux, donc quand on est là on peut tirer en face. Voilà, ça crée des situations assez particulières. Et le verso c'est exactement le même mais avec les ronds, les cercles, les couleurs en extérieur, ce qui permet d'avoir comme d'habitude, hein, ça c'est depuis quelques boîtes c'est comme ça permet d'avoir l'illustration plus présente. Voilà. Même si moi je préfère jouer toujours avec ce côté là, c'est bien plus lisible pendant la partie. Et bien écoutez, voici. Alors les cartes je vais les ouvrir, on va les regarder tout à l'heure, je vais d'abord vous montrer tout le reste. Vous avez donc les petits rivets pour créer les points de vie, les dos des cartes. Voilà, c'est avec les mon, donc les insignes japonais, avec les noms ici, les fleurs de cerisier, les flammes, c'est toujours super joli. Les deux acolytes, donc on a un dessin différent pour chacun et puis une couleur, donc le mon est différent et la couleur est différente, ce qui permet de bien les différencier avec les points de vie. Voilà, on a la même couleur et le même mon pour les points de vie, pour ne pas se tromper, pour savoir quel pion a combien de points de vie. Voilà, donc c'est la garde rapprochée d'Oda Nobunaga. Eh bien écoutez, voici Oda. Donc avec toujours le rond de couleur. Donc lui c'est plutôt dans les beiges. Et voici. Donc là vraiment la figurine est super bien détaillée. Elle est vraiment superbe. Comme d'habitude. C'est vraiment... Encore une fois, ça doit être un beau plaisir à peindre. Moi je suis pas du tout un peintre de figurines. Mais j'imagine que ça doit être vraiment un vrai plaisir à peindre. Et donc nous avons Tomoe Gozen, donc qui, comme vous voyez, est un attaquant à distance parce qu'elle a un arc. Mais elle a aussi un Naginata, donc une espèce de grande lance avec une lame au bout. Et donc ça lui donne des capacités au corps à corps. Elle va avoir des capacités au corps à corps. Enfin voilà, si elle utilise certaines cartes au corps à corps, elles vont être plus intéressantes que si elle les utilise à distance. Voilà, ce sera un choix supplémentaire, donc une position très dynamique. Moi j'adore. J'adore. Voilà. Bah écoutez, on va passer aux cartes, j'ouvre tout ça, je prépare tout ça, et c'est reparti. Et voilà. Donc, les marqueurs de points de vie, comme d'habitude, hein. Hop. Tout ça, ça arrive à 0. Voilà, donc on a ça pour les deux combattants ainsi que les deux acolytes. Voilà, bah, on va faire un tour des cartes rapidement, hein. Je referai sûrement une vidéo stratégique sur les deux personnages. On va juste survoler rapidement les cartes de chacun. On va commencer par Oda Nobunaga. Donc Oda, il est combattant en mêlée, 13 points de vie, il a que 2 de mouvement, donc pour un combattant mêlé c'est pas extraordinaire, mais comme il a 2 gardes qui ont 6 points de vie chacun, ça lui permet d'avoir un contrôle de la map un peu plus important qu'un simple combattant mêlé. C'est un maître stratège, donc maintenant toutes les capacités de héros ont des titres. Donc son maître stratège donc, lui permet, donc les combattants amis se trouvant dans sa zone, ajoute +1 à la valeur des cartes qu'il joue. Oda, bien sûr, ne bénéficie pas de cette capacité. Donc concrètement, ces acolytes, on va avoir +1 et en attaque et en défense, s'ils sont dans la zone de Oda Nobunaga. Si vous jouez en équipe ou en coopératif, ce +1 se rajoute également aux cartes de vos alliés. Donc c'est un personnage qui est vraiment excellent en coopératif, contre par exemple l'invasion martienne si vous avez la boîte Chroniques Inouïes. Voilà, c'est un personnage qui est vraiment très intéressant à jouer également en coopération ou en équipe, en 2 contre 2 par exemple.
Alors, une première carte spécifique à Oda Nobunaga, une 3 de défense, immédiatement annuler tous les effets de la carte de votre adversaire. Donc c'est une super feinte, ça ressemble à la carte de Bigfoot, hein, ce n'est que ton imagination. Donc là c'est pragmatisme, par contre c'est spécifique à Oda, donc les acolytes ne peuvent pas le jouer. Et en fait c'est la seule feinte de Oda en 3 exemplaires. Donc en fait les acolytes n'ont pas de feinte, et ça c'est un très gros désavantage pour eux. Mais du coup, ça rend la chose très intéressante. Apprentissage de la guerre, une 5 d'attaque, spécifique à Oda également, en 2 exemplaires. Regardez-moi ce dessin comme il est extraordinaire. Et après le combat, vous allez piocher autant de cartes que de nombre de dégâts infligés à l'adversaire. Ça permet de piocher de la carte et de mettre une belle pression à l'adversaire. C'est un personnage qui va pouvoir se jouer très agressif, et qui va devoir jouer d'ailleurs très agressif. Une carte utilisable par tous, donc. Encore un dessin extraordinaire, donc feu et flamme. Pendant le combat, si le combattant adverse est cerné, la valeur de cette carte est de 5 à la place. Donc je vous rappelle le terme cerné, donc il y a un nouveau terme spécifique à Oda Nobunaga, peut-être que d'autres combattants auront ça à l'avenir, mais c'est un terme donc, qui est expliqué dans le livret de règles, et qui dit qu'un combattant est cerné s'il est adjacent à 2 de vos combattants. Donc un exemple tout simple, hein, nous avons Tomoe Gozen sur cette case-là, Oda par exemple sur cette case-là, et un acolyte sur cette case-là. Ce combattant est cerné car il est adjacent à 2 de vos combattants. Cela marche également avec 2 acolytes, hein, par exemple là, voilà. Donc le terme cerné reviendra sur beaucoup de ces cartes. Donc celle-ci, si le combattant est cerné, la valeur d'attaque est de 5 au lieu de 3. 3 exemplaires. Soleil et Lune, donc là c'est une carte spécifique à sa garde d'honneur, donc utilisable que par ses acolytes. Une 2 d'attaque, mais pendant le combat, si le combattant est cerné, on ignore la valeur de la carte de l'adversaire. Ce qui fait un 2 de dégâts. Ça ressemble un peu à la carte des acolytes de Robin des Bois, qui permettait d'annuler, enfin d'ignorer la valeur de l'adversaire, et qui est une 2 d'attaque rouge également, sauf qu'elle ignore les effets également, celle de Robin des Bois, et puis elle ne demande pas à être cernée. Donc elle est un peu plus restrictive, mais ça reste une excellente carte à avoir avant que les acolytes ne meurent, bien évidemment. Même chose pour celle-ci, spécifique à la garde d'honneur, 4 rouges, donc vous voyez il y a déjà pas mal de rouges, hein, dans son deck. Éclair et foudre. Donc celle-ci, immédiatement, si l'adversaire est cerné, on va donc du coup annuler tous les effets de la carte de l'adversaire. Donc c'est une feinte offensive pour les gardes d'honneur. Et il faut que l'adversaire soit cerné, bien évidemment. Et après le combat, vous pouvez déplacer votre combattant de 2 cases au maximum. En 3 exemplaires. Donc ça, ce sont des cartes d'attaque spécifiques aux gardes d'honneur qu'il faut essayer d'avoir, enfin si possible d'avoir en début de partie, enfin avant que les 2 gardes ne meurent. Une carte utilisable par tout le monde, ce n'est qu'une versatile 2, et après le combat, elle permet de piocher une carte et de déplacer ensuite chacun de ses combattants de 2 cases au maximum. Voilà, donc ça permet de déplacer tout le monde pour pouvoir aller cerner l'adversaire par exemple. Ce n'est qu'une 2 en 4 exemplaires, hein. Alors c'est assez rare pour être souligné, 4 exemplaires. J'adore le dessin, il est juste extraordinaire, encore une fois. Je me répéterai, mais c'est vrai que graphiquement, elle est vraiment superbe cette boîte. Alors là, c'est une 2, c'est pas génial, mais dites-vous que les acolytes dans la zone de Oda ont plus 1 à leur carte, hein. Donc ça devient une 3, hein. Donc souvent une 3 de défense. Donc là, les rouges qu'on a vus tout à l'heure, hein, celle-ci par exemple, c'est une 4 mais qui devient une 5 quand l'acolyte est dans la zone de Oda, hein. Donc vous voyez, ça peut monter très très vite. Le tournant décisif, bon celui-ci c'est la même carte qu'il y a dans tous les decks, 1, donc c'est une 3, et si le combattant a manœuvré, enfin a changé de case pendant son tour, ça devient une 5. Dans son deck à lui, on va très certainement l'utiliser plutôt en défense, parce que c'est une 3 qui devient une 4 en défense pour les acolytes. Comme il n'y a pas tant de défense que ça, vous avez vu, il y a beaucoup de rouge déjà, ça va être plutôt joué en défense, contrairement à beaucoup de tournants décisifs qui seront souvent joués en attaque. Nous avons donc maintenant patience et stratégie, une 1, qui est en après-combat. Si le combattant adverse est cerné, votre combattant récupère 2 points de vie. Donc ça peut être intéressant parce que c'est une 2 de défense souvent pour les acolytes,
et il récupère 2 points de vie derrière, donc ça peut faire potentiellement une 4 de défense en fait. Mais pareil, il ne faut pas que les points de vie soient trop bas, sinon il meurt avant de pouvoir se soigner. Encore une carte, alors cette fois-ci une carte de défense de 2 utilisable par tous, donc déclencher le piège. Immédiatement, si votre combattant peut échanger de position, votre combattant peut échanger de position avec un combattant ami adjacent. S'il le fait, l'autre combattant est désormais le défenseur. En après-combat, on inflige un dégât au combattant adverse. Voilà, ça permet d'échanger la position de son défenseur avec un autre combattant. Donc souvent, on va échanger la place de l'acolyte pour que ce soit Oda qui se retrouve en défense et qui prenne les dégâts à la place de son acolyte. Parce que vous l'aurez compris, très certainement déjà, il faut vraiment protéger les acolytes puisqu'il a beaucoup de cartes spécifiques à ses acolytes. Et donc une fois que ses acolytes sont morts, ça devient très compliqué pour lui. Tout simplement parce qu'il ne peut plus cerner l'adversaire s'il est tout seul. Voilà, déjà, la première chose. En 3 exemplaires, on a renforcement, donc un stratagème. On va devoir choisir 2 effets différents sur ce stratagème. Chaque combattant ami récupère 1 point de vie, ou alors on pioche ou on pioche 2 cartes, et ou on gagne une action. Donc piocher 2 cartes, c'est vraiment très intéressant pour lui parce que s'il joue dans une optique très agressive, c'est super intéressant. Récupérer des points de vie, bah écoutez, vous avez 3 combattants sur le plateau, hein, donc ça fait 3 points de vie de récupérer si vous les utilisez au max. Donc en tout, ça peut faire jusqu'à 9 points de vie de récupérer si c'est utilisé de façon parfaite. Donc ça peut être très intéressant également. Un autre stratagème, alors là spécifique à Oda Nobunaga, on va infliger 2 dégâts à tous les combattants adverses cernés. Donc il n'y a pas de notion d'adjacence avec Oda, quoi que ce soit. Tous les combattants qui sont cernés vont se prendre 2 dégâts. Il y en a en 2 exemplaires. C'est pas la carte la plus puissante, parce que c'est quand même une 3 de boost qui permet donc de manœuvrer aussi, parce qu'il a que 2 points de mouvement, hein, donc ça peut lui permettre de manœuvrer. Mais voilà, si vous positionnez bien vos combattants, ça peut faire mal chez des acolytes adverses qui n'ont qu'un point de vie ou 2, même chez Yenenga par exemple, parce que vous pouvez nettoyer un peu le plateau si vous arrivez à cerner un peu tout ce monde-là. Mais c'est pas évident à utiliser. Voilà, mais encore une fois, le dessin est tellement beau qu'on veut cette carte dans son deck. Voilà pour Oda. On va passer à Tomoe. Alors, Tomoe Gozen. Donc c'est une attaquante à distance avec 14 points de vie. Elle n'a que 2 points de mouvement également, mais comme elle est attaquante à distance, c'est moins un problème pour elle. Par contre, c'est un combattant solo. Avec le petit texte qui va bien. Si seulement je pouvais rencontrer un adversaire digne de ce nom. Sa capacité spéciale, c'est une attaque d'opportunité. Lorsqu'un héros adverse quitte la zone où se trouve Tomoe Gozen, vous infligez un dégât à ce héros. Donc ça marche bien que sur les héros. Hein. Les sidekicks, les acolytes qui sortent de la zone de Tomoe ne perdent pas de points de vie. Hein. Mais pour les héros, ça peut être très intéressant si vous leur mettez une belle pression et qu'ils sont obligés de fuir pour piocher de la carte, pour pas se prendre d'attaque. Du coup, à chaque fois qu'ils vont fuir, ils vont se prendre un dégât. Voilà. Ah, ouais, ça commence direct par la grosse attaque. Alors la grosse attaque de Tomoe, regardez ça, une 7 d'attaque. Même Bigfoot a pas ça. Une 4 de boost en 2 exemplaires. Mais en fait, cette attaque ne peut cibler qu'un combattant adjacent à Tomoe. Donc déjà, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez vu que c'est une attaquante à distance, mais en fait, elle est aussi considérée comme une attaquante vraiment au corps à corps, parce que vous voyez, pour attaquer avec ça, il faut être au corps à corps. Et surtout, après le combat, il y a une capacité assez rigolote qui est terminer votre tour. Cette carte met fin à votre tour, c'est-à-dire que si vous attaquez en première action, votre tour est terminé. Voilà, bon, ça n'a pas des incidences extraordinaires, mais ça peut être intéressant sur une petite fatigue, enfin voilà, des choses comme ça. Ça peut être assez intéressant. Deuxième carte, force redoutable, une 3 d'attaque. Immédiatement, si Tomoe Gozen peut échanger de position avec un combattant adjacent, donc il faut qu'elle soit adjacente pour pouvoir échanger de position avec lui. Donc ça peut être intéressant par exemple pour échanger de position avec un acolyte qui vous empêche d'atteindre le héros adverse. Et en après-combat, vous allez infliger un dégât à un combattant adverse. Donc elle a pas mal de petits dégâts comme ça qu'elle va pouvoir faire au fur et à mesure, donc ça en fait un combattant assez redoutable.
une 4 d'attaque rouge, donc à 5 contre 1000. Après combat, si Tomoe Gozen est adjacente au combattant adverse, vous voyez encore une capacité d'adjacence. Vous pouvez renvoyer cette carte dans votre main en vous défaussant d'une autre carte. Donc une carte d'attaque, vous attaquez en étant adjacent avec cette carte-là. Si vous voulez la récupérer, vous la reprenez en main et puis vous défaussez par exemple celle-ci qui n'est qu'une 3, même si elle fait un dégât. Bon voilà, à vous de voir si ça vaut l'intérêt. Sinon c'est quand même une carte d'attaque à distance, ça reste quand même très intéressant. La voie du guerrier, 2 d'attaque rouge. Donc après combat, on va déplacer le combattant adverse de 3 cases au maximum. Puis s'il s'agit d'un héros, on va placer Tomoe Gozen sur une case adjacente à celui-ci. Donc par exemple, si vous attaquez à distance, vous allez le déplacer, puis après vous allez mettre Tomoe à côté de lui, et ça peut vous permettre d'enchaîner avec une carte qui demande d'être adjacent par exemple, puisque du coup vous êtes retrouvé adjacent. Et surtout le fait de déplacer le héros adverse, si vous le déplacez en dehors de votre zone, vous allez lui faire des dégâts. N'oubliez pas la capacité spéciale de Tomoe. Ça reste super intéressant. Une des cartes les plus intéressantes de son deck, je pense. Une 2 d'attaque, alors celle-ci c'est le tir perforant qui permet de piocher 2 cartes. Celle-ci on la connaît déjà, c'est comment il s'appelle, Robin des Bois, qui possède déjà cette carte-là. Donc en 3 exemplaires pour elle. La meilleure carte de son deck, je pense, là. La voici. Ne crains ni Dieu ni démon. Une versatile 3. Après le combat, vous piochez une carte et puis si vous avez perdu le combat, vous allez consulter la main de votre adversaire et lui défausser une carte de votre choix. Voilà, c'est une sorte de capacité un peu comme Sherlock Holmes. Et donc ça, c'est assez génial. Si vous défendez et que vous perdez le combat vous pouvez défausser une défense à l'adversaire, puis derrière vous allez l'attaquer avec une 7. Ou alors vous attaquez avec, l'adversaire défend, du coup vous perdez le combat souvent avec une 3 d'attaque, vous allez souvent perdre le combat. Ça vous permet de lui défausser sa dernière défense et après d'enchaîner avec la 7. Bon bref, il y a des choses à faire. Un digne adversaire. Regardez, comme elle est extraordinaire cette carte. Ouais, dès qu'il y a des pétales de cerisier, moi ça me plaît bien, ça fait très Japan. Voilà. Alors un digne adversaire, en fait si le combattant adverse est un héros, cette carte est une 5 à la place. Une sorte de tournant décisif mais contre les héros. Voici. Éclair d'acier, donc une 2. Ouais. Ouais. Immédiatement, si le combattant adverse est un héros, vous allez annuler les effets de la carte de l'adversaire. Donc c'est sa feinte, mais en fait sa feinte, elle ne marche que contre les héros. Donc ça c'est un désavantage. Après le combat, si le combattant adverse est adjacent, vous lui infligez un dégât. Donc encore une capacité d'adjacence pour un combattant à distance. L'escarmouche, ça c'est une carte que vous devez sûrement déjà connaître si vous jouez à un match. C'est une 4, une versatile 4. Et si vous allez remporter le combat, vous pouvez choisir un des 2 combattants et le déplacer de 2 cases. Très bonne défense, voire attaque aussi à distance. Refuser de battre en retraite. Immédiatement, si Tomoe Gozen ne peut pas quitter sa case jusqu'à la fin du tour. Ça c'est plutôt un désavantage, sauf si vous avez des adversaires qui veulent vous manœuvrer, comme je sais pas, par exemple Muldoon qui vous bougez dans un piège. Bon, ça reste assez anecdotique. Après le combat, si le combattant adverse est adjacent, votre adversaire se défausse de une carte. Encore une capacité d'adjacence. Acte de bravoure. Pendant le combat, Tomoe Gozen ne peut pas subir plus de 2 dégâts de combat lors de ce tour. Et vous voyez, c'est qu'une 2 de défense, c'est pourri, mais si on vous attaque avec une 6, du coup vous pouvez vous prendre que 2 dégâts. Donc en fait c'est valable, ça devient rentable à partir des valeurs d'attaque 5, puisqu'en fait vous allez vous prendre que 2. Tout ce qui est attaque de 3 ou 4, il n'y a pas d'intérêt, et limite c'est qu'une 2, donc vous allez vous prendre 1 ou 2 dégâts, donc c'est pas extraordinaire. Voilà. Mais ça peut être intéressant face à certains combattants. Et enfin, nous avons 3 exemplaires. Son stratagème, qui est un stratagème extraordinaire, de par son dessin déjà. Et sa capacité, donc c'est le dernier combat du seigneur Kizo. Donc on va déplacer Tomoe Gozen de 3 cases au maximum. Elle peut traverser des cases occupées par n'importe quel acolyte. Donc elle ne peut pas traverser les héros, mais elle peut traverser les acolytes. Si ces derniers n'ont pas fait un bon body block, vous allez pouvoir les traverser pour aller attaquer le héros adverse. Et surtout, vous allez choisir soit Tomoe Gozen récupère 2 points de vie, soit elle gagne une action pour aller taper sur le héros par exemple. Mais récupérer 2 points de vie, vous avez vu que c'est intéressant parce qu'elle en a 3, ça fait 6 points de vie en plus. Elle a 14 points de vie, c'est-à-dire qu'elle peut monter à 14 plus 6, 20 points de vie. Ce qui en fait un personnage qui sur la longueur peut être assez résistant et dur à tuer. Voici pour le contenu de la boîte Soleil Levant, donc la
la dernière boîte de Unmatch sortie en version française. Les deux combattants sont bien typés, donc on a quand même Oda qui a une nouvelle capacité de cerner l'adversaire, et puis Tomé Gozen qui est un attaquant à distance, mais qui a beaucoup de capacité au corps à corps également, donc ça en fait deux personnages super intéressants. La boîte est très équilibrée, tout simplement parce que Tomoe va avoir beaucoup de mal à sortir les acolytes, surtout qu'ils ont 6 points de vie chacun, donc elle va avoir du mal à atteindre Oda, qui est le héros, et donc comme elle, toutes ses capacités se font sur des héros surtout, elle va avoir du mal à l'atteindre. Mais Oda, lui, s'il perd ses acolytes, il ne pourra plus cerner l'adversaire, il va perdre toutes ses capacités, et donc il va devenir vraiment très mauvais une fois qu'il aura perdu ses deux acolytes, ce qui en font deux combattants assez opposés, mais très équilibrés. Voilà. Par contre, sur la méta, ce qu'on appelle la méta, donc si vous voulez jouer contre d'autres combattants, clairement Tomoe est bien au-dessus du lot par rapport à Oda. Voilà, ça en fait un combattant qui est très puissant et assez résistant. Alors que Oda, il faudra vraiment faire attention de ne pas perdre ses acolytes. Sur certaines cartes, sur certains plateaux, il va avoir du mal à cerner l'adversaire. Bref, voilà, il y a tout ça qui fait que ça en fait un personnage plus difficile à jouer. Mais dans la boîte, c'est très équilibré, et Oda reste quand même très intéressant à jouer quand même contre les autres héros. Sachant qu'Oda est très très fort dans le jeu coopératif, si vous avez donc Chroniques Inouïs, parce qu'il va donner des bonus à tous ses alliés, et si vous jouez en 2 contre 2 en équipe, Oda est vraiment très fort, voilà, parce qu'il va donner des bonus à ses alliés. Voilà, tout ça en fait une boîte vraiment excellente. Encore une grosse réussite, on peut le dire, et on a vraiment juste hâte d'y rejouer. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite un bon jeu et à bientôt.